Eh bien, le bonjour à tous, hein, bienvenue sur Passe la Seconde. Aujourd'hui, dixième, ouais c'est ça, dixième épisode de la rubrique Voyons voir, hein. Juste avant de commencer la vidéo, si vous habitez à proximité du 25, voilà, aux alentours, et ben si vous voulez présenter votre bagnole sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous trouver un rendez-vous, voilà, pour qu'on se mette d'accord. Alors, dixième épisode, pour ce numéro-là, je vous ai concocté un best-seller, c'est-à-dire championne des ventes en France et même en Europe. Je veux bien sûr parler de la 308, et qui dit 308 dit Peugeot. Allez, c'est parti. Bon, on connaît le visage des Peugeot des années 2000-2010, voilà, avec une énorme gueule, hein, des yeux en amande, très effilés. Voilà, c'est un peu un visage maléfique. C'était très expressif. Franchement, non, il n'y a pas à chier des bulles. Il y avait beaucoup de personnalité dans les Peugeot de ces années-là. Mais ce qui était merdique, c'était leur silhouette, tout simplement. C'est pour ça que la 308 deuxième génération va bouleverser le design de Peugeot de ces années-là. C'est-à-dire qu'en 2012, ils vont présenter leur nouveau bébé. Alors on est sur une finition GT, donc GT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la carrosserie qui change, il y a aussi le moteur. On est sur un 1,6 litre PureTech de boosté à 225 chevaux, hein, donc on verra sur la partie conduite ce que ça donne, mais ou sinon au niveau du look, voilà, on finit le look osé, on va dire, des Peugeot de ces années-là. Maintenant on est plus dans le, on va dire, dans le classicisme, hein, voilà, par exemple au niveau, alors on va parler de l'avant directement, au niveau de la calandre, hein, on est sur une calandre beaucoup plus fine, plus élargie, c'est-à-dire que ça, visuellement, ça élargit la voiture, avec des petits motifs voilà, rectangulaires, hein, un peu à la style Mercedes, hein. Ça donne une identité forte à la marque. On voit beaucoup la calandre, en fait c'est ce qu'on voit en premier, hein, notamment grâce au chrome qui brille de mille feux à 10 km. Je vais beaucoup comparer la 308 deuxième génération par rapport à la première, parce que c'est vraiment la première Peugeot, ou l'une des premières, qui a complètement révolutionné le style de la marque, quoi. Déjà, notamment avec sa calandre, hein, qui s'est beaucoup aminci, comme je vous l'ai dit. Alors aussi, ce qui change, c'est qu'on n'a plus le fameux bloc optique en amande, voilà, comme sur les Peugeot de ces années-là, surtout par exemple sur la première 308, où on avait un feu qui était très incliné, très effilé, et qui débordait sur le capot. Là c'est terminé, là c'est comme si on avait écrasé le feu, on l'a aminci. On a toujours un peu cette espèce d'effet bloc optique en amande, avec un dessin très effilé, voilà, ça part en pointe ici, ça recule très loin vers le passage de roue, et ça finit en finesse. Et ce qui est très bien, enfin ce qui rajoute le petit côté nerveux de ce regard, c'est ce petit rajout, ce petit aileron, voilà, qui vient englober un peu le feu. Ça lui donne un regard assez méchant. Voilà, c'est à partir de celle-là aussi qu'ils ont rajouté cet effet de style sur les Peugeot, maintenant qu'on connaît d'aujourd'hui. Même sur la nouvelle 308 que je vous présente là maintenant, on a un peu ce style-là, mais dessiné différemment, qui recouvre vraiment une bonne partie du bloc optique. Non, là ça n'en fait pas trop, avec un intérieur en noir pour que ça soit, voilà, plus moderne, hein, globalement. Et voilà, ces petits effets de chrome rajoutés. Enfin, même le dessin dans le bloc optique est assez joliment fait, avec une signature lumineuse qui n'est pas sans rappeler celle de la Mercedes Classe A 3e génération. On a à peu près le même dessin de signature lumineuse. C'est un petit clin d'œil qui vaut son importance et qui
qui est bien vu. Après, on est sur une finition GT. Alors GT, c'est-à-dire qu'on a le pare-choc qui change, qui devient un peu plus agressif, mais sans trop l'être. Enfin, ce qui est dommage, surtout chez Peugeot, c'est qu'on n'a pas beaucoup de différence entre un pare-choc de type classique, par exemple sur une 308 en finition allure, voilà, on a à peu près le même dessin, sauf que voilà, on a supprimé la couleur carrosserie ici. On l'a rajouté ici pour que ça fasse, pour que ça donne un air un peu plus nerveux. Et on rajoute cette agressivité là avec une ligne qui descend jusqu'en bas du pare-choc et qui remonte jusque à l'aileron du coup, qui englobe un peu le bloc optique. Donc si on s'éloigne un peu, voilà, si on se met à peu près à ce niveau là, eh ben on peut voir que avec les reflets, que ça accentue un peu l'effet grande bouche sur les côtés. Ça montre les crocs, comme on dit. La nervosité, comme si la voiture voulait te sauter dessus. Entre guillemets, hein. C'est pas une Lamborghini non plus, mais ça donne cet effet-là. C'est le lion, donc on doit montrer un peu d'agressivité dans le dessin. Sur la finition GT, on n'a pas d'entrée d'air, hein, finalement. C'est vraiment du plastique brut tout plein. Voilà, il n'y a pas de... Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas de conduit d'air en fait. Ça rajouterait un peu de travail mieux fini sur cette finition-là. On a des lamelles en plastique qui ressortent un peu plus qu'une finition basique. Donc il y a un peu plus de relief au regard, c'est un peu plus intéressant à voir, mais sans plus. Hein, voilà. Et on a des LED ici pour les clignotants à défilement sur la 308 deuxième génération phase 2, comme celle-là. Elle est de 2017 environ. Aussi au niveau du design du capot, alors on est sur une silhouette par rapport au 308. Je vous jure, les corbeaux ils me rendent fou. C'est un truc de waouh, j'en peux plus. Donc oui, au niveau de la silhouette et en particulier au niveau de l'inclinaison du pare-brise et du capot, on est vraiment plus sur le style de la 308 première génération. On est beaucoup moins incliné, hein. On a un angle entre le capot et le pare-brise, l'angle est beaucoup plus fort. Le capot est plus plat, plus long aussi. En gros, la voiture est dans la silhouette plus équilibrée. Beaucoup plus que la 308 première génération. Mais voilà, on est sur un capot beaucoup plus horizontal avec deux traits au centre du capot qui fait gonfler un peu tout ça, hein, voilà. Ça donne un capot un peu plus musclé visuellement. Et ce qui me plaît bien, c'est que on a une légère ligne ici avec une belle courbure, ce qui fait qu'en fait c'est à la fois élégant et agressif un peu en même temps. Voilà, on a une belle courbure, un beau pincement, on a un angle assez bien travaillé. Et puis même, hein, au niveau des finitions, voilà, on reste sur une généraliste, mais vous voyez l'espace des fermetures, des joints, c'est bien taffé quand même. Hein. C'est bien parallèle, c'est pas bancal. Donc en fait, la qualité de sérieux de fabrication, voilà, on est sur Peugeot, c'est plutôt bien foutu. Alors, je vais conclure pour l'avant, c'est beau, c'est bien. Mais sur cette finition GT, ça manque à peine plus d'agressivité. Sur le Teco, eh ben, comme je vous l'ai dit, pour la partie capot et inclinaison du pare-brise, on est sur une voiture beaucoup plus équilibrée pour la silhouette et stylistiquement. On rajoute de la longueur avec ces deux lignes, ici et là, qui fait... Ça, en fait, c'est... Sur le côté, j'aime surtout le 3/4 arrière. Ici par exemple, là on voit bien avec les reflets, on a un travail de carrosserie plutôt intéressant. Là regardez, on creuse dans la masse avec l'aile qui remet un peu de volume à l'ensemble du popotin. On creuse et ici avec ces deux lignes, eh ben, on a un côté assez qui ressort pas mal de la portière et de l'aile. Et après un léger épaulement qui vient creuser, qui vient muscler ces deux lignes. C'est intéressant visuellement, c'est pas plat, c'est pas ennuyeux à regarder en fait. On a une ceinture de caisse qui est beaucoup plus haute par rapport à la 308 première génération. Je vais encore faire des comparaisons avec
avec la descendante. On a une surface vitrée beaucoup plus fine, voilà, beaucoup plus étroite. On a le fin de contour de vitre ici, très arrondi. Donc ça, c'est une marque de style propre au Peugeot. Même la 308 première génération avait cette découpe de vitre vraiment très en douceur, très en rondeur en fait. On a, comme je vous l'ai dit, ces deux lignes et même une ligne ici, juste en dessous du bloc optique qui descend légèrement et qui s'arrête au milieu du passage de roue. Donc ça assoit la voiture, ça l'appuie au sol visuellement. Et bien évidemment, ces deux lignes qui se poursuivent, hein, voilà. Il y en a une qui traverse les poignées de porte. Elles sont en parallèle, ça rajoute du muscle sur toute la longueur de la voiture. On a un petit volume pour une voiture citadine, c'est plutôt pas mal. Cette ligne-là continue jusqu'au bloc optique, ça allonge visuellement la caisse. Et cette deuxième ligne qui était en parallèle jusqu'à maintenant depuis l'arrière et qui descend, voilà, pour donner plus d'agressivité, comme si le dessinateur, le designer avait raté son coup. Il voulait faire du tout droit, il a fait et ben, ça le fait bien, quoi. Ça rajoute de l'allure. Voilà, c'est le mot que je voulais dire, de l'allure. Et on a une petite jupette latérale, alors ce qui permet d'asseoir visuellement. Enfin, ça sert à rien hein, pour l'aérodynamisme, c'est zéro, hein. Mais c'est juste voilà, l'effet de style, tout simplement. Ça assoit la voiture, ça l'élargit en même temps. Chez Peugeot, ils ont toujours fait des jolies jantes, hein. J'ai toujours apprécié les jantes de Peugeot. Donc celle-là, on est sur du 18 pouces, voilà, en 225/40. Donc c'est des pneus de taille assez raisonnable quand même pour une citadine. Mais c'est vrai que ouais, le dessin des jantes est très réussi. Un mélange de gris mat et alu brossé. Ça ressort vachement bien la silhouette de la voiture. Avant, par exemple, sur la 301 première génération, on avait un bloc optique plutôt vertical. Là, on a placé à l'horizontale, beaucoup plus fin. On a un nouveau style maintenant qu'on retrouve aussi chez les Peugeot d'aujourd'hui, c'est les 3 griffes pour les griffes du lion, forcément, hein, t'as deviné. On l'avait déjà retrouvé sur la 308 CC de première génération, mais là on est sur une autre technologie de lumière, c'est-à-dire qu'en fait sur la partie LED, c'est un revêtement opaque qu'ils ont mis. Le fait qu'il y ait ce revêtement là, on voit pas les points de lumière, les points de LED. Alors ça en fait c'est la même technologie que par exemple ma 508 SW. Voilà, c'est tout bêtement des points lumineux, voilà, c'est des LED, tout bêtement. Mais vu qu'ils ont rajouté cet effet opaque, ça rend la lumière beaucoup plus homogène en fait. Voilà, c'est beaucoup plus moderne quoi globalement. On a une découpe de bloc optique plutôt sympathique, assez travaillée. Vous savez, un Peugeot se complique la vie parfois, bon encore plus avec la dernière 308. Moi je trouve qu'elle en fait un peu trop cette nouvelle génération. Mais c'est vrai que l'ancienne, ça va. Elle en fait, ok, elle a du style, elle veut se faire regarder, mais c'est pas abusé non plus. On n'est pas sur une ligne pincée, mais le fait d'avoir un peu tordu la tôle, ça crée un reflet qui permet de donner un peu plus de volume à ce haillon. Et le fait de donner du volume en haut, eh ben, les designers ont pu creuser en bas pour un peu masquer, on va dire, une certaine zone morte ici. C'est-à-dire qu'on a des ombrages assez prononcés. Elle paraît très travaillée au niveau de la carrosserie, quoi. Et le fait que ce pincement, que ce creusement se prolonge aussi sur l'aile, eh ben, visuellement ça l'élargit. Et puis avec le seuil de coffre qui aussi finit par continuer en ligne de style, beaucoup moins pincé, mais ça permet de créer une zone d'ombre ici, une zone de lumière là. C'est assez travaillé, regardez. Ça permet de lui donner du volume en fait. On rajoute 2-3 cm, mais ça suffit à donner un cul un peu plus volumineux. Ils en ont trop fait ici, enfin c'est très bien, hein. Ça, visuellement ça l'élargit, ça l'assoit, il n'y a pas de souci là-dessus.
Là, c'est plutôt bien taffé. Mais le fait qu'ils ont eu un peu la flemme de faire autre chose sur cette partie-là, parce que là, regardez, sur le pare-choc, on dirait qu'il y a deux grosses joues. Il n'y a pas beaucoup d'artifice. Alors, on a une légère ligne de style qui vient souligner la voiture, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter, je sais pas, par exemple, comme ici, avec du noir laqué, un pare-choc un peu plus proéminent qui englobe un peu les côtés du pare-choc pour donner un peu plus d'artifice de ce côté-là. C'est vrai que c'est une zone un peu morte hein, quand même. Donc sur cette finition GT, on a le bas de caisse en plastique noir laqué. Donc visuellement c'est plutôt pas mal. Avec des fausses sorties d'échappement. Hein. Oui, des fausses sorties d'échappement, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, tout simplement, la vraie sortie, et ben voilà, c'est là. Et c'est beaucoup moins glorieux. Hein. Elle a presque 12 ans de conception, donc imaginez-vous que les designers ont vraiment réussi leur dessin, parce qu'une voiture qui ne vieillit pas, c'est un designer qui a réussi son coup, quoi, tout simplement. Bon, moi je vous propose de passer à l'intérieur, parce que même l'intérieur, c'est un dessin qui révolutionne la marque Peugeot en priorité, mais aussi surtout l'automobile en général. Allez, je vous invite à faire un tour. Bon, c'est parti pour l'intérieur. Alors, on a des clés qui ressemblent comme ça. Donc, même les Peugeot, même la nouvelle 308, donc c'est-à-dire cette année-là, ont le même design. Dommage quand même. Hein. Ça coûte pas non plus 1 milliard d'euros pour changer le design d'une clé. On ouvre la porte. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Et bienvenue à bord. Donc avant de rentrer, on va détailler un peu le panneau de porte. Hein. Donc on est sur un panneau de porte plutôt bien designé. Hein. Franchement, c'est assez moderne. On a plusieurs couches de type de matériaux. Voilà, on a une ligne ici. Là, on a du plastique moussé, s'il vous plaît. Ça, c'est cool. Ici, on est sur du plastique brut, hein, mais qui recouvre même voilà, tout là et même en bas également. Hein, forcément, on n'est pas sur une Rolls. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est toute cette partie centrale du panneau de porte. C'est bien designé et la finition est vraiment pas dégueu. C'est-à-dire que là, on a une poignée avec du faux cuir ou du vrai cuir, je ne sais pas, perforé avec du rouge à l'intérieur. C'est vraiment très joli, vraiment très bien fait. Et avec un petit dessin en aluminium qui vient mettre un peu de classe dans cet univers assez sombre hein, globalement. Mais c'est vrai que le combo est bien foutu. On a du faux cuir sur la partie centrale de la contreporte et de la coudoir. Donc confortable, joli, avec des petites surpiqûres rouges qui donnent un peu d'allure à cette portière. Avant de m'asseoir, eh ben, on a des sièges pour cette finition GT avec un design plutôt sympathique, avec un appui-tête qui épouse ou alors le dossier qui épouse la forme de l'appui-tête, hein, c'est-à-dire que on dirait que c'est un monobloc, mais pas du tout. On peut séparer entre l'appui-tête et le dossier. Donc les réglages de siège sont plutôt bien pensés. Donc, ou sinon, on a un espèce d'Alcantara, très doux, très joli, très confortable, on le sait, avec des petites surpiqûres rouges qui rappellent un peu la sportivité et du simili-cuir pour les côtés, avec un maintien latéral plutôt bien rembourré. Donc même au niveau de l'assise, hein, à mon avis, sur une conduite un peu sportive, on devrait pas trop bouger de notre siège. Ce qui est révolutionnaire dans cet intérieur, je vous rappelle
tout simplement. La voiture a une conception de 2013. D'accord? Regardez-moi le côté futuriste du dessin du tableau de bord, comme il est structuré, surtout la structure. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une structure plutôt intéressante. On a un angle ici, on a un angle là. C'est pas plat, c'est pas ennuyant. On a aussi un angle au niveau de la largeur du tableau de bord. C'est-à-dire que là, on a un angle ici, hop. Le tableau de bord est incliné vers le conducteur. Et après, cet aérateur-là a un angle différent. En gros, c'est un tableau de bord qui forme un peu des zigzags. C'est très bien réalisé. On a des matériaux vraiment plutôt de bonne facture. On a du plastique moussé au-dessus. Sur la finition GT, on a des petites surpiqûres rouges pour rappeler qu'on est dans une finition sportive. Hein. Voilà, on en a même qui rejoignent les compteurs. Et surtout, ce qui est révolutionnaire, c'est ce volant. Et oui, à partir de la 308 et de la 2008, on a les petits volants, ainsi que la 208. 2008, 208, c'est la même chose. Mais on a les petits volants qui font effet karting. Hein. C'est ce que veut Peugeot, c'est avoir le plaisir en conduisant. Son cerceau a été réduit par rapport à un volant traditionnel, c'est-à-dire, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup moins de place pour mettre les boutons. On a les 2 boutons et 2 vulgaires molettes. On peut pas faire grand chose, sinon il faudra passer derrière pour les commodos. Mais on a un volant avec un design, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. En tout cas, sur cette finition GT, il est plutôt bien habillé. On a du cuir sur le cerceau, perforé comme sur les poignées avec un motif rouge au fond des trous. C'est vraiment très bien réalisé. Le blason GT entouré d'aluminium ainsi que la 3e branche. Alors je ne sais pas si c'est du vulgaire plastique ou du vrai alu. Je pense que c'est du plastique, mais en tout cas c'est bien réalisé, il n'y a pas de souci là-dessus. On a le centre du volant, designement pas chouette, hein, même au niveau de la qualité du matériau. Ça sonne creux, c'est du plastique pas ouf non plus. Ce qui est bien designement, c'est les aérateurs qui sont très fins, très effilés, très design. Surtout cette partie-là où ils englobent l'écran tactile. Hein, et vu que, alors comme je vous l'ai dit, cette partie-là est orientée vers le conducteur, mais on a une double orientation, c'est-à-dire que là, on a creusé encore plus que par rapport à la structure du tableau de bord. Regardez, par exemple, là, on a une bordure en aluminium, voilà, très fine, et là, ça s'épaissit. Voilà, on a creusé tout simplement, c'est-à-dire que l'écran est encore plus orienté que la structure du tableau de bord lui-même. Ce qui est révolutionnaire aussi, c'est ce qu'ils appellent l'iCockpit. Voilà, donc c'est-à-dire que on a réduit le volant. Vu qu'on a réduit le volant, la branche supérieure, si on avait des compteurs traditionnels, il cacherait globalement toutes les informations. Donc là, ce que Peugeot a fait, c'est qu'ils ont surélevé ces compteurs. Ils ont surélevé de 3 cm, on peut le voir grâce à là. Ce qui permet de, quand on a une position, voilà, là vous êtes au niveau de mes yeux, le volant, quand on le met au plus bas et que le compteur voilà, est plutôt placé assez haut, on peut voir quasiment toutes les informations. Alors attention, hein, parce que ça dépend des personnes. Hein. S'il y a des personnes plus ou moins grandes qui s'installent au mieux comme ils sentent, ils peuvent être gênés par ce volant justement pour des informations telles que par exemple le kilométrage de la voiture, le kilométrage quotidien ou certains voyants. Voilà, il faudrait se pencher pour regarder ça. Donc ça peut être gênant à certains moments. Non, on a vraiment une belle structure, hein. Regardez, hein. Par exemple, là c'est creusé pour laisser passer le compteur, l'aérateur. Voilà, là il y a des lignes. Enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs angles ici. La structure du tableau de bord est orientée. Je vous rappelle, hein, la voiture a une conception de 2013. Elle a plus de 10 ans d'âge. Et c'est globalement, tu me sortirais ça en 2020, ça me choquerait pas. Honnêtement, ça me choquerait pas. Alors, ce qu'ils ont voulu faire aussi, Peugeot, dans leur révolution, c'est avoir le moins de boutons possible.
C'est-à-dire que tout se passe sur l'écran. Même pour régler la climatisation et le chauffage, tout se passe là. C'est-à-dire que là, c'est une erreur de designer. Sur cette partie-là, eh ben, c'est une zone morte. Alors, par exemple, là, nous avons juste le verrouillage de la voiture, les warnings et tout ce qui est pour désembuage et compagnie. Mais c'est tout. Là, on a juste le bouton pour le volume et éteindre ou allumer la radio. Et là, ils ont voulu mettre, je sais pas, une espèce de décoration pour combler ce vide. On pourrait confondre avec un lecteur CD. C'est vraiment pour combler le trou, un petit style pour combler le vide. C'est aberrant. Ce que j'aime bien, c'est la console centrale. Hein, c'est assez soigné. On a du plastique noir laqué. Alors le noir laqué, c'est beau, c'est joli. Mais attention, c'est très rayable au quotidien et ça prend la poussière très très vite. Alors pour les adeptes de ménage, vous allez vous arracher les cheveux. Donc on est sur un design plutôt élégant, classe. Voilà, c'est ce qu'on aime. On a un joli design pour le pommeau de levier pour la boîte automatique EAT8 avec un revêtement en cuir pour poser notre pomme de la main. Et voilà, plastique noir laqué, un petit contour en aluminium. Voilà, là aussi un contour en aluminium, là aussi le frein à main électrique. Enfin, c'est bien intégré tout simplement. Franchement, Peugeot ont fait un sacré changement, l'effet waouh de cette 308. Alors sur la finition GT, on a le pédalier en aluminium qui fait plaisir. On va passer à l'arrière hein, pour voir ce que ça donne parce que apparemment l'habitabilité n'est pas optimale dans cette 308. C'est parti. Alors, avant de s'installer à l'arrière, le traitement des panneaux de porte arrière. Donc alors c'est dommage, hein, ils n'ont pas rajouté la poignée qu'on avait à l'avant, cette belle poignée avec du plastique, du cuir perforé. Donc pour attraper la porte, c'est un vulgaire trou de plastique. Voilà. Bon. Oh. Oh, 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 oui, oui, messieurs, dames, on a du plastique moussé même à l'arrière et ça c'est beau. Donc en fait c'est souvent un endroit qu'on touche, hein, par exemple pour pousser la porte pour sortir du véhicule, on touche généralement ici, donc c'est toujours plus agréable de toucher du plastique moussé que du brut, voilà, tout simplement. Et on a le même revêtement sur la partie centrale du panneau de porte, hein, du simili cuir surpiqué rouge, voilà, ça donne un peu d'agressivité. Au niveau de la banquette, on est sur à peu près le même trait de dessin qu'à l'avant, hein, avec les mêmes matériaux, de l'Alcantara, du faux cuir, c'est surpiqué, c'est joli, c'est tout beau. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est pour voir s'il y a de la place. Je fais 1m65, le siège est réglé pour un adulte, je suis un adulte quand même, du calme. Mais c'est réglé pour un mec de 1m75, voilà, environ. Donc, ça va. Pour un gabarit comme moi, on a de la place, on a encore 5 cm au niveau des jambes. Ce qui est bien aussi, c'est au niveau des sièges, à l'arrière surtout, on n'a pas un revêtement plastique brut pour la partie du dos du siège. Voilà, donc c'est-à-dire que si quelqu'un est grand, par exemple, là je simule un mec d'1m90, ben, on touche le siège mais on se fait pas mal au genou. C'est plutôt agréable. Voilà, c'est moussé, il n'y a pas de souci. On a un petit rangement. Très dommage, très dommage pour une voiture qui valait à l'époque 30-35 000 euros. On n'a pas de bouche d'aération à l'arrière. Même en option, il n'y a pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas de... On peut pas avoir de l'air à l'arrière. On a juste une vulgaire poubelle et une prise USB. Voilà, c'est tout. Le tunnel de servitude n'est pas si imposant que ça. Donc, c'est-à-dire pour se déplacer de gauche à droite, ça va. Franchement, il y a pire. Au niveau de la place centrale, on est sur un revêtement plutôt bien moussé. Le dossier, le dossier est quand même assez raide, hein, c'est sportif. Tac, et pour le volume du coffre, hop. Alors on n'est pas sur un haillon électrique, hein, faut pas déconner. Non, c'est une bonne moyenne de la catégorie, hein, je vais vous mettre le litrage ici. Et puis c'est un coffre plutôt logeable parce que sa forme est très carrée, donc on peut ranger des choses assez volumineuses. Et aussi très pratique parce qu'on a un point
d'électricité avec une prise 12 volts ici pour brancher, je sais pas, une glacière comme vous voulez. Au niveau de l'accessibilité, c'est plutôt pas mal. On a une ouverture assez carrée également avec le seuil de coffre qui descend vraiment assez bas. On a un seuil aussi en plastique, donc on n'a pas peur de rayer, on s'en fout de ça. Donc c'est plutôt très agréable pour poser des lourdes valises dans une 308. Ah, puis ce qui est le petit côté premium quand on rentre dans la voiture, c'est qu'on a un seuil de porte avec l'inscription Peugeot, voilà, entouré d'aluminium. Je me revois encore en 2013 en disant waouh, impressionnant. Sa concurrente à l'époque, c'était la Golf 7 qui était sur nos routes depuis déjà 1 an, en 2013. Voilà, donc c'est à peu près le même âge hein, entre la 308 puis la Golf 7. Et la Golf 7, enfin la qualité des matériaux est supérieure à celle-là, mais le dessin, la Golf 7 a pris un petit coup dans la gueule. En fait, Peugeot ont niqué le game, pour être vulgaire, tout simplement. Donc bah voilà, je pense qu'on va passer à la partie conduite parce qu'on est quand même sur une GT, hein, ça rigole pas. Voilà, donc allons-y, c'est parti. J'arrive pas à trouver ça. Première action, donc bienvenue dans la 3e partie de vidéo, donc la partie conduite. On est sur une 308 GT de 2017 il me semble, donc c'est les phases 2 hein. Donc on est équipé d'un 1,6 litre THP il me semble, hein, je ne sais plus, de 225 chevaux. Boîte automatique EAT8, EAT8 ça veut dire à 8 rapports, c'est une boîte automatique et non robotisée comme les anciennes boîtes des Peugeot où c'était genre catastrophique. Et ben c'est parti, on va se mettre en drive. Et c'est parti. Donc on est sur une essence forcément, ben c'est agréable, c'est tout doux, c'est silencieux, c'est ça qu'on aime. Donc on est sur un univers Peugeot, donc petit volant, hein, voilà, avec alors c'est le volant de la GT, donc un peu sport avec des petits trous, des petites surpiqûres rouges qui font plaisir. Les petits, les compteurs sont placés un peu plus haut. C'est pas fait pour toute personne en fait, hein, parce qu'en fait il y a un petit point gênant qui peut arriver. Je pense que je vous l'ai dit dans la seconde partie de vidéo, mais selon les tailles, eh ben, qu'on se positionne bien à sa manière, le volant peut cacher par exemple les fonctions du tableau de bord de la voiture. Par exemple, ça peut cacher le kilométrage de la voiture, voilà, et ça peut être dérangeant à certains moments. Donc on a bien l'âme un peu karting du truc, petit volant, voilà, ça fait sport. Alors bah tiens, là je suis en train de braquer, donc le rayon de braquage est plutôt bon avec une belle consistance du volant, donc assez fluide, hein, c'est une consistance à mon avis électrique, donc c'est hyper doux. Et puis en parlant de la direction, hein, j'y reviens, et ben on a une direction vraiment waouh, ça obéit au doigt à l'œil. Je touche à peine le volant, je sens que la voiture veut réagir. Donc ça c'est plutôt un bon point en termes de sportivité, de réactivité. Donc là je vais pas faire le fou dans les virages parce que la route est humide, hein, si c'est pour glisser à 160 c'est pas la peine, hein, voilà. Mais on sent que le châssis, la direction, tout est incisif quoi. C'est incroyable. On sent qu'il est bien maintenu sur la route, qu'il n'y a pas beaucoup de roulis. Les sous-virages, ça a l'air bon. En fait, la voiture n'est pas si traître que ça, quoi. On va maintenant savoir ce que ça donne 225 chevaux. Alors, il y a un petit bouton magique qui s'appelle le mode sport. Alors, vous allez voir, surtout au niveau des compteurs et du bruit, j'active le mode sport qui est juste ici. Il est activé. Les compteurs se mettent en rouge. Voilà. On a toutes les indications pour savoir quelle puissance de boost on met, quel est le couple qu'on met aussi. Voilà, on a les newton-mètres, hein, par exemple, là c'est en temps réel, hein, donc j'appuie un peu. Là voilà, j'ai utilisé 127 newton-mètres de la voiture. Et le power, c'est-à-dire les chevaux, c'est-à-dire qu'on peut voir le nombre de chevaux exact qu'on met en appuyant sur la pédale, en temps réel. Donc c'est des petites informations que ça sert pas à grand chose, mais pour les pilotes entre guillemets, ça peut être marrant. Ah oui, aussi on a une consistance du volant
Voilà, c'est bon. On a une consistance du volant qui durcit, donc elle devient un peu plus ferme. On a aussi la gestion de la boîte automatique. La boîte automatique, je vais en parler juste après. La gestion de la boîte automatique qui change, qui passe les vitesses plus tard. Ça passe pas les rapports en dessous de 2000 tours. Par exemple, là, je suis à une vitesse constante et on peut voir que je suis en 5e vitesse. L'aiguille dépasse les 2000 tours, alors qu'en mode éco, voilà, on serait quasiment pas loin des 1000 tours. Donc la gestion des rapports change pour que ça soit plus sportif, pour que la boîte réagisse plus vite. J'ai oublié de vous dire qu'on a le bruit qui change. Alors c'est un bruit un peu plus rauque. En fait, tout vient des enceintes, hein. Rien ne vient du pot d'échappement. T'entends la voiture extérieure en mode sport, t'entends rien. C'est un Dyson le machin, c'est incroyable. Mais à l'intérieur, on a un système d'enceinte qui crée un bruit un peu sportif. Donc c'est pas le meilleur bruit des enceintes que j'ai pu entendre quand on active un mode sport dans une bagnole. C'est un peu, selon moi, c'est un peu mal fait. Voilà, c'est très, c'est pas assez naturel. C'est vraiment pas assez naturel. C'est très artificiel. Donc ça gâche un peu le plaisir. Mais bon, on a quand même un petit bruit, quoi. Alors, bah, je vais me mettre en seconde. Hein. Voilà. On va faire l'accélération. Voilà, je suis en seconde. Et là, je vais appuyer soudainement. On va voir si 225 chevaux sont bien là. 3, 2, 1. On a la boîte automatique qui donne des petits à-coups à chaque changement de rapport, parce qu'on envoie la pleine puissance dans la boîte, quand on la fracasse entre guillemets. Pour moi, je suis déçu. Alors c'est un petit moteur, hein, c'est un 1,6 litre, hein, donc il n'y a pas le couple, et en plus un 1,6 litre essence, donc il n'y a pas le couple suffisant. Mais c'est vrai que 225 chevaux, pour moi on dirait qu'il y en a 180. Il n'y en a pas plus. Ouais, je reste sur ma fin sur la puissance. C'est pas un moteur très expressif. Alors je vais retenter une accélération. On est en 2, 3, 2, 1. Voilà. Donc ouais. Alors c'est suffisant, hein. Je dis pas que c'est dégueulasse, hein. C'est suffisant au quotidien. Mais voilà, Peugeot veut nous vendre ça comme une GT. Pas une GTI, une GT, attention, ne pas confondre. Bah en fait, tout est dans le nom. Il y a le bruit qui se rajoute pour dire t'as vu, t'as de la puissance mon gars, ça rigole pas. Mais c'est tout, voilà. Donc ou sinon, si on enlève le mode sport, donc on réappuie sur le mode éco qui est juste là. Tac, et ben voilà, tout se met en éclairage blanc, voilà. La voiture devient beaucoup plus calme, la direction beaucoup plus douce. Je pense pas que le châssis change, je pense pas que la suspension, il y a une suspension pilotée, je pense pas. Mais là, la boîte automatique se régule en mode confort, c'est-à-dire qu'elle passe les vitesses très bas, le plus vite possible. Donc en parlant de boîte, alors on est sur une EAT8, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec 8 vitesses, donc une boîte automatique. Les rapports ont une fluidité assez intéressante. Le passage des rapports est doux. C'est-à-dire qu'on ne sent pas grand chose. Alors c'est ce qu'on demande à une boîte automatique, c'est tout à fait normal, hein. Et vous voyez, c'est relativement confortable. On va tester la reprise du véhicule en mode confort pour voir si la boîte est réactive. Donc là je vais appuyer soudainement sur la pédale. 3, 2, 1. Ça a pris un peu de temps. La boîte automatique est un peu lente, hein, voilà, c'est pas la pire, hein, je vous rassure. Mais on s'attendait à mieux au niveau de réactivité. Il y a environ 1 ou 2 secondes de latence avant que la boîte comprenne que j'appuie vraiment sur le champignon. Regardez, je vais refaire, hein, vitesse stabilisée, je suis en 7e vitesse, voilà. Je vais appuyer soudainement sur la pédale, il se passe rien. Et là ça pousse, voilà. Donc c'est ça la réactivité de la boîte. Je vais tester en mode sport quand même pour voir si ça change. Donc déjà au niveau de l'accélérateur, c'est un peu plus nerveux quand même comme répondant. Là je vais me mettre en stabilisation de la boîte. Voilà, elle se met au rapport qu'elle veut. Et là je vais appuyer soudainement. 3, 2, 1.
peine mieux. Non, c'est à peine mieux. Donc la boîte en mode réactivité réagit un peu plus vite en mode sport. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon, si vous êtes toujours déçu de la reprise de la boîte, eh ben, vous pouvez toujours utiliser les palettes au volant. Donc il suffit simplement d'appuyer sur le bouton M qui est sur le levier. Tac, là je suis en M. Et là on a les palettes qui ne s'accompagnent pas avec la rotation du volant. Elles sont fixes. Donc c'est-à-dire ça peut être dérangeant si tu tournes le volant, tu dois chercher la palette pour changer un rapport ou rétrograder. Mais voilà, c'est pas ultra dérangeant. Les palettes sont assez grosses, donc il y a forcément un dos ou deux qui va se poser dessus. Alors, on va tester la réactivité en mode manuel. Et là, je veux rétrograder. C'est plus réactif en manuel. Regardez, tac, tac, voilà. Non, c'est assez correct en manuel, quoi. Je rétrograde, tac. Voilà. Alors c'est pas, ouais, on est de loin sur une boîte PDK de chez Porsche. Hein. Alors là, PDK de chez Porsche, c'est pour moi l'une des meilleures boîtes, même si j'ai pas. Ah si, j'ai testé une GT3 RS avec la PDK et franchement, c'est la boîte la plus cool au monde. C'est incroyable, la réactivité, non, la boîte PDK, c'est un autre concept. C'est un autre concept. Mais pour une voiture dite généraliste, Peugeot ont fait de beaux efforts par rapport aux anciennes boîtes robotisées avec cette EAT8. Non, franchement, ça peut être marrant quand tu utilises le manuel. Ça peut être marrant, plus marrant que la boîte automatique, parce que en fait la boîte automatique, par exemple quand tu es dans des cols de montagne et tout, quand tu sors d'un virage en montée, tu sais, tu vas appuyer soudainement dedans et là la boîte elle comprend pas parce qu'elle rétrograde, parce que tu arrives dans le virage, là tu appuies soudainement dedans pour relancer la voiture et là elle se dit putain, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai, je dois rétrograder. Donc là il se passe 2-3 secondes parfois hein, de latence. Donc ça peut être embêtant quand tu veux faire des belles routes de montagne. Donc manuel pour moi c'est la meilleure solution pour une EAT8. Donc là si on veut enlever le manuel, on rappuie sur le même bouton, tac, voilà, on se met en mode automatique et pour faire de l'autoroute c'est parfait. Franchement le EAT8 pour l'autoroute, on peut pas en demander plus, elle fait son job tout simplement. Sinon au niveau de la position de conduite, donc on a des sièges avec un maintien latéral assez bon, voilà. Quand on veut se déplacer dans le siège, eh ben, on est assez bien calé, donc pour les virages et tout c'est assez pas mal. Après au niveau de l'assise, on a un petit maintien latéral également qui n'est pas, voilà, pas proéminent, hein, mais c'est vraiment suffisant, hein. Les jambes ne bougent pas énormément. Après on a quand même un accoudoir central, voilà, qui peut se régler en hauteur, hein, que je n'ai pas sur ma 508 SW. Donc ça, niveau confort, c'est plutôt bien vu. Puis en plus, il peut se régler en profondeur. On va tester la route défoncée pour juger le confort en mode éco et sport pour voir si ça change. On n'est pas sur des sièges de type confort, on est sur des sièges de type GT. Donc il y a un peu de fermeté dedans. Mais pour faire 500 km, il n'y a pas de souci, quoi. On peut faire 500-600 bornes sans trop se fatiguer les lombaires. La coudoir de portière et la coudoir centrale sont à peu près au même niveau tant qu'on règle correctement la hauteur. Donc ça c'est un bon point au niveau du confort. Et puis on a quand même une belle visibilité parce qu'on a une casquette du tableau de bord qui n'est pas prédominant, même si toute l'instrumentation est relevée de 3 cm environ. Mais c'est vrai qu'on a une belle vision des choses. Après au niveau du confort, c'est aussi au niveau des suspensions. Donc là c'est bon, on arrive sur la route défoncée. Donc là on est en mode confort, donc ça va malgré les jantes de 18 pouces, ça peut être pire. Voilà, on n'a pas beaucoup de bruit de mobilier, tout est assez bien assemblé, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la souplesse des suspensions, ça va. On s'attendait à pire. Je passe en mode sport, tac, voilà. On va voir si ça change quand même, parce que je suis quand même intéressé, hein. Mais je pense pas que... Non, hein.
j'ai repassé en mode confort. Non, il n'y a pas de suspension pilotée. C'est le même confort. Mais ça reste très correct, hein, je tiens à le préciser. La voiture est pas si basse que ça. Donc pour les dodanes, c'est confortable. Ce qui est très dérangeant, moi j'avais capté ça pendant que je conduisais à un autre moment la voiture, c'est que alors on est sur une essence et il n'y a pas énormément de couple sur cette voiture. Donc tu vois, déjà rien en étant deux là comme ça avec mon ami caméraman, eh ben les 225 chevaux, chiant quoi. Bah alors quand on est 5 dans la voiture au complet, bah alors là j'ai l'impression de conduire un veau. Ah là, je vous assure que c'est aberrant quand même. Pour faire un bilan, pour moi, c'est une voiture qui remplit vraiment bien le job. Hein. C'était le renouveau de Peugeot dans les années 2010-2012. Et ils ont fait un super taf. Et personnellement, elle n'a pas énormément vieilli. Parce qu'elle a quand même, 11-12 ans d'âge de conception, je parle. Donc c'est vraiment pas mal. Bah, franchement, je la noterai plutôt bien. Voilà. Ça manque en fait la qualité de fabrication, le sérieux de fabrication est là, voilà, mais il n'y a pas l'âme sportive quoi. Le châssis Peugeot est très très bon. Alors là, le châssis Peugeot, on peut pas nier là-dessus, c'est magnifique, voilà, avec la direction et tout, c'est magnifique, mais le moteur non, bah non, tu vois des Golf R qui ont encore des 2 litres de plus de 300 chevaux. Là, Peugeot sont à la traîne. Après, ils ont la technologie PSE, donc la technologie hybride sur la nouvelle 308 d'ailleurs. J'espère pouvoir la conduire un jour. Mais la nouvelle technologie hybride de Peugeot qui augmente la puissance forcément, parce qu'il y a le côté petit moteur essence électrique qui accumule 360 chevaux en tout. Donc, bah, les puristes n'en sont pas fans. Voilà. C'est pas une routière, mais c'est pas une sportive non plus, c'est entre les deux. Donc GT pour moi c'est un peu surjoué. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas, partagez-la, abonnez-vous aussi, ça peut être intéressant, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Ciao.